Et ils m'ont convoqué 3 mois après. Voilà, et là, donc, on vous annonce qu'Élise a porté plainte contre vous pour viol et violence conjugale. Voilà. Un viol qui aurait eu lieu durant le séjour en Italie au mois d'août. Et les violences, c'est entre octobre 2013 et septembre 2014. Voilà. Vous êtes sous le choc, bien évidemment, quand vous entendez ça. Il y a une information judiciaire qui est ouverte le 23 janvier 2015. Vous êtes placé en garde à vue 48 heures. Vous êtes mis en examen pour viol et violence conjugale, et vous êtes placé en détention provisoire à la maison d'arrêt du Mans. Maître, déjà, c'est vrai qu'il est placé en détention. Enfin, nous, on a des cas ici tous les jours et très souvent de violence conjugale où vraiment, voilà, il y a des preuves claires que des maris battent leurs femmes et les maris ne se retrouvent pas en détention préventive. Alors, en fin de compte, M. Foulard, dès le départ de sa garde à vue, l'affaire est criminelle puisque ce sont les motifs du placement en garde à vue. Et donc, ipso facto, le procureur ne doute pas, à mon avis, de la crédibilité des déclarations de madame. Parce qu'on sait qu'en matière d'infraction à caractère sexuel, il y a peu de personnes qui franchissent la porte de la gendarmerie pour venir dénoncer de tels faits. Et dès lors que ce prérequis est acquis pour le ministère public, qu'elle ne peut pas mentir, on a une ouverture d'information judiciaire. Alors, on a uniquement un dossier sur les simples déclarations de madame, avec des déclarations... Il n'y a pas de certificat médical, il n'y a rien. Alors, on a un certificat médical. On a un certificat médical qui acte un certain nombre d'éléments médicaux, mais rien sur l'aspect pelvien des choses, c'est-à-dire sur le plan gynécologique. Simplement 2 petites lésions au niveau du dos qui seront expliquées dans le cadre de cette procédure, mais qui sont sur les omoplates et rien d'autre. Ce que l'on sait d'autre, c'est que d'autres personnes vont être entendues dans ce dossier-là qui était... en ouverture préliminaire, ce n'était pas une enquête de flagrance. Dans le cadre de cette enquête préliminaire, vous allez avoir la famille de madame qui va être interrogée. Et donc, on a simplement une vision parcellaire du dossier qui est présentée au juge d'instruction. Et donc, le juge d'instruction, quand il prend ce dossier-là, il doit se poser la question pour le mettre en examen s'il y a assez d'indices graves ou concordants, laissant présumer que. Donc, ce qu'on lui donne comme vision, c'est de se regarder simplement d'un côté et pas de regarder l'intégralité, finalement, de la situation de couple. Et M. Foulard, qui va être placé dans le cadre d'une enquête préliminaire, va lui arriver et on va recueillir simplement ses déclarations. On ne va pas se contenter d'aller vérifier ses déclarations. En fin de compte, qu'il réponde ou qu'il ne réponde pas aux questions de la garde à vue, pour moi, les jeux étaient pipés dès le départ, c'est-à-dire qu'on entendait réaliser une ouverture d'information judiciaire. Et les questions qui étaient posées dans le cadre de la garde à vue de M. Foulard, je ne l'ai pas assisté. Dans le cadre de la garde à vue, c'était véritablement des questions qui étaient à charge. Et donc, le dossier pour le ministère public, après ces 48 heures de garde à vue, nécessitait l'ouverture d'une information judiciaire auprès du juge d'instruction. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que notre rencontre va durer. Et à partir de ce moment-là, vous avez un dossier qui, pour moi, posait des difficultés parce que l'enquête n'était qu'à charge dans le cadre du dossier. Et j'avais une personnalité, vous l'avez interrogée, vous avez pu déjà, en 2 ou 3 minutes, me semble-t-il, voir un petit peu cette personnalité. Et c'est une personnalité qui n'est pas la personnalité qu'on découvre sur des infractions à caractère sexuel. C'est pas une personnalité qui vient contester la victime, la réduire finalement à une position qui n'est pas une position de victime, à la déclarer menteuse. C'est quelqu'un qui est toujours dans la bienveillance, même s'il vous dit, moi, ce que mon reproche, je ne l'ai pas commis. Et dès le départ, il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, devant le juge d'instruction, dès le départ, je vais plaider le statut de témoin assisté. En contestant les pièces, etc., malgré mes contestations, serait-ce les contestations d'un avocat de la défense, avec un dossier qui est simplement orienté d'une certaine coloration. Donc, ça n'a pas d'effet. Et donc, monsieur sera mis en examen et placé en détention provisoire. Alors, Marc, lorsque vous vous retrouvez en prison, c'est le choc, bien évidemment, parce que vous savez que vous n'avez rien à vous reprocher, mais vous tentez de garder votre calme pour faire face à cette situation inattendue. Et c'est une longue bataille judiciaire qui va démarrer, mais vous décidez, vous, de faire confiance à la justice. Oui. Alors que Marc est toujours en détention provisoire, son avocate met tout en œuvre pour prouver son innocence. Elle demande alors une commission rogatoire internationale afin qu'une enquête approfondie soit menée. En effet, elle compte recueillir un maximum de témoignages, et notamment ceux des vacanciers présents en Sardaigne. Car Élise accuse Marc de l'avoir violée au cours de ce séjour. 8 mois plus tard, à l'issue de l'enquête, un non-lieu est finalement prononcé pour les faits de viol. Malgré l'appel de la partie civile et du parquet,
Marc obtient justice. Sa demande de remise en liberté est également acceptée. Mais s'il est enfin libre, il doit tout de même se soumettre à un contrôle judiciaire strict. Et le combat est loin d'être terminé, car Marc reste mis en examen pour violence conjugale. Le quinquagénaire prend donc son mal en patience et espère qu'il sera un jour blanchi. Mais désormais, il doit faire face à une nouvelle épreuve. Il reçoit régulièrement des menaces de mort et des appels malveillants. Il dépose alors une vingtaine de plaintes qui sont toutes classées sans suite. Très épaulé par son avocate, et après 6 ans de bataille judiciaire, Marc est enfin entendu. Devant le tribunal correctionnel, il est relaxé des faits de violence conjugale dont Élise l'accusait. Une relaxe confirmée en appel. Le jeune retraité est soulagé. Mais le chemin n'est pas terminé pour lui. Avec son avocat, il dépose plainte cette fois pour dénonciation calomnieuse contre son ex-compagne. Et il dépose également une requête indemnitaire auprès de l'État. Car c'est une longue partie de sa vie qui a été gâchée à tort. Et Marc, aujourd'hui, en garde des séquelles. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Marc, vous allez faire 8 mois de prison, c'est ça? Oui, de préventive. 8 mois de prison pendant lesquels se déroule l'enquête. Maître, vous arrivez à le faire libérer au bout de ces 8 mois, mais il va rester sous contrôle judiciaire. Exact. En fin de compte, dès lors que les commissions rogatoires reviennent dans le bureau du juge d'instruction, 8 mois parce qu'il a fallu faire traduire finalement la commission rogatoire et les auditions des témoins, qui étaient des témoins italiens notamment. Immédiatement, quand les commissions rogatoires reviennent dans le dossier du juge d'instruction, je fais une demande de mise en liberté. Il sera à ce moment-là placé sous contrôle judiciaire jusqu'à la fin des derniers jugements en la matière. Mais ça a été compliqué. Alors, le non-lieu pour le viol est prononcé en mai 2019 et celui pour les violences conjugales, c'est en mars 2022. Oui, c'est exact, parce que le juge d'instruction va continuer à enquêter malgré le contrôle judiciaire. À la fin, on va avoir effectivement un non-lieu sur les faits de viol. Mais en parallèle, le juge d'instruction va saisir le tribunal correctionnel pour que monsieur réponde des faits de violence conjugale. Alors que le tribunal correctionnel est sur le point d'être saisi, la partie civile et le ministère public va interjeter appel du non-lieu sur les faits de viol, où on aura la confirmation sur le non-lieu. Et on passera effectivement quelques mois après devant le tribunal correctionnel pour pouvoir répondre des violences qui seront non poursuivies. On obtiendra une relaxe en la matière. Appel encore du ministère public. Ah oui? Oui, le ministère public a été, dans sa droite ligne du début jusqu'à la fin. Et la Chambre des appels correctionnels nous a confirmé le jugement du tribunal correctionnel qui avait relaxé sur les violences. En parallèle, vous avez déposé plainte contre Élise pour dénonciation calomnieuse. Également, vous avez fait appel du divorce de Marc, parce que le divorce avait été prononcé au tort de Marc. Stéphanie Germani, c'est vrai que je vous voyais réagir tout à l'heure quand on disait que le profil de Marc n'est pas celui qu'on retrouve dans 99,99% des cas de violence conjugale. Ah non, du tout. Si j'avais fait une expertise concernant votre mouvement, j'aurais tendance à dire que vous étiez dans une relation, alors on connaît beaucoup le sadomasochiste sexuel, mais très peu au niveau psychologique, c'est-à-dire que vous étiez dans une relation de soumission et de domination. Quelque part, madame dominait, et vous, pour justement, alors vous le dites avec vos mots, pour avoir la paix, pour essayer effectivement que la relation fonctionne, quelque part vous vous soumettiez à ces demandes, même si les demandes étaient complètement folles. Et ce qui s'est passé, à un moment, vous dites, ça m'arrivait souvent de dormir à l'extérieur. Quand vous alliez dormir à l'extérieur, c'est parce que c'est elle qui vous faisait sortir. Ah bah oui. Exactement. Il y a eu une seule fois où vous avez mis des limites, parce que là, justement, il y avait un décès, vous n'aviez pas d'autre solution que de partir. Elle vous dit non, tu restes. Et vous, ce que vous faites quelque part, non, là, je peux pas. Là, je suis obligée d'y aller. Et donc, c'est la toute première fois où, quelque part, vous renvoyez cette position qui est « je ne suis plus soumis, je reprends une forme d'existence, je
domine la situation et je te dis non. Là, en fait, c'est pas possible pour elle parce qu'elle était dans des enjeux où, quelque part, vous deviez toujours dire amen à toutes ses volontés et tous ses désirs. Donc, vous étiez dans une relation de domination et de soumission. Oui, tout à fait. Et donc, il faut faire très, très attention. Et là, je le dis pour tous les téléspectateurs qui nous regardent, il ne faut pas aller dans une relation de couple par peur de la solitude. Alors, le proverbe le dit très bien, mieux vaut être seul que mal accompagné. Mais là, justement, votre témoignage nous montre que parfois, quand on a tellement peur de la solitude, on peut accepter des situations gravissimes. Vous avez été maltraité psychologiquement et jusqu'au bout, elle a essayé de vous malmener parce que quelque part, elle a des mouvements très sadiques, cette dame. Hein. Et justement, Marc, vous aviez peur de la solitude et aujourd'hui, vous vivez seul? Oui. Parce que vous avez peur de vous remettre... J'ai peur maintenant. Effectivement, toute relation avec les femmes, aujourd'hui, pour moi, vont être très difficile. Votre vie, elle est comment aujourd'hui? C'est une vie assez simple, je crois. C'est trop simple, peut-être, oui, effectivement. J'ai encore une amie qui est venue la semaine dernière à la maison. Voilà, puis il me dit, mais tu vis comme un chien. Voilà. Comme un chien? Comme un chien, oui. C'est-à-dire que le minimum, je n'ai pas honte de dire qu'à 18h, je mange, après je regarde la télé. Oui, non, je suis en solitaire, voilà, oui. Et vous êtes heureux? J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Sinon, après, ça va. Voilà, j'ai peur du lendemain. Voilà. Vous avez été brisé par cette affaire? Oh, bah oui. Oui, bien sûr. Parce que j'ai plus confiance. Maintenant, ça va être très difficile. Maître, vous avez ce sentiment aussi que finalement, à la fois la prison, à la fois le combat judiciaire, à la fois ce qu'il a vécu psychologiquement, tout ça l'a brisé? Oui. Oui, parce que, comme vous avez expliqué, on a eu plusieurs années de contrôle judiciaire avec des restrictions, des interdictions d'aller et venir. Je pense qu'au fur et à mesure du temps, vous vous habituez à ce qu'on restreigne votre liberté. Et cette liberté, c'est ce qui vous construit en tant qu'être humain. Effectivement, je trouve qu'avec les années, même si on peut parler de résilience pour certains, on a quand même quelqu'un qui a eu cette vie brisée par cette affaire. Stéphanie Germani, un mot court. Là, pour répondre aussi à votre question, on voit bien du tout que ce n'est pas du tout le profil de quelqu'un de violent. Bien au contraire, vous êtes plus tendance à essayer de vous protéger, à ne pas être du coup dans de l'agressivité. Donc moi, j'essaierais de vous encourager à essayer d'aller faire un travail sur vous-même. Peut-être qu'il y a des psychologues ou des soignants proches de chez vous, parce que heureusement, toutes les femmes ne sont pas comme... Excusez-moi, là, je vais sortir du cadre, je ne suis pas psychologue tout le temps. Tout le monde, toutes les femmes ne sont pas des garces. Voilà, il existe des femmes bien, mais peut-être qu'il faut retravailler vos assises narcissiques, la confiance en vous, pour de nouveau vous laisser la possibilité de rencontrer quelqu'un, parce que vous méritez, comme tout individu, de croire en l'amour, mais par contre, pas avec tout le monde. Hein. Voilà. Merci Marc. Bon courage à vous. Merci Maître Jennifer Neveu. Merci d'avoir été avec nous. Bon courage en tout cas, parce qu'il va falloir se reconstruire et reprendre de l'énergie. On va essayer. Merci. Merci beaucoup.